Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans l'Académie de Toulouse pour vous présenter l'établissement de réinsertion scolaire de Bagnères de Luchon et également l'ensemble des dispositifs de prévention de l'échec scolaire que nous avons mis en place dans l'Académie. Car naturellement, l'établissement de réinsertion scolaire n'est qu'un des outils dont nous disposons pour prévenir et traiter l'échec scolaire. Autour de la table, vous avez donc différents membres de la communauté éducative qui vont vous présenter ces dispositifs. Monsieur Demercement, principal du collège Bellefontaine, qui reviendra sur l'utilité de l'établissement de réinsertion scolaire. Monsieur Verne, chef de l'équipe mobile de sécurité du rectorat, qui présentera les mesures que nous avons prises à la suite des états généraux de la sécurité à l'école. Nous évoquerons ensuite la lutte contre le décrochage scolaire avec mademoiselle Pia, qui a bénéficié de l'expérimentation que nous avons mise en œuvre dans l'académie. Nous évoquerons également les dispositifs de la deuxième chance avec madame Sournac, qui travaille dans une entreprise qui accueille des jeunes bénéficiaires de ce dispositif. Et puis, nous terminerons avec les dispositifs d'accompagnement éducatif personnalisé, avec mademoiselle Lage, élève de l'école polytechnique, qui effectue un stage dans l'académie et qui prend en charge de l'accompagnement éducatif dans un collège de Toulouse, et avec madame Valérie de Roussy, maman d'un élève qui bénéficie, lui, de l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi. Si vous voulez bien, Monsieur le Président, nous allons revenir sur l'expérience de l'établissement de réinsertion scolaire, auquel vous venez de consacrer de longues minutes avec un principal, qui est principal du collège Bellefontaine, qui est implanté à Toulouse, dans le quartier du Mirail. Ce collège fait désormais partie du dispositif Claire, collège-lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Il accueille des élèves issus de milieux défavorisés, qui rencontrent des difficultés économiques et culturelles, qui pratiquent souvent le repli sur eux-mêmes dans le quartier et qui, pour certains d'entre eux, présentent un profil tout à fait identique à celui des élèves que vous venez de rencontrer. Et donc, pour le principal, l'existence de l'ERS est une solution pour ces élèves les plus difficiles. Mais M. Demercement va vous le dire lui-même, Monsieur le Principal. Merci Monsieur le Recteur. Bonjour Monsieur le Président. Oui, quelques mots sur cet établissement que je dirige depuis 3 ans, qui fait partie du dispositif Claire et bientôt Éclair à la rentrée prochaine, et j'en suis ravi. Au cœur d'un quartier difficile de Toulouse, où effectivement la plupart de nos élèves sont issus d'une population sans mixité sociale ou culturelle. Alors d'abord, les objectifs que nous cherchons à atteindre, eh bien, ce sont les mêmes objectifs que dans tous les établissements de France, c'est-à-dire que nous cherchons à faire réussir tous nos élèves, mais surtout, et peut-être encore plus qu'ailleurs, chacun de nos élèves. Et c'est là que le dispositif prend tout son sens. Nous cherchons évidemment à leur faire maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences. Et pour cela, nous avons beaucoup de moyens qui nous sont donnés, de nombreux dispositifs, de nombreuses expérimentations, de nombreuses innovations, que nous mettons en œuvre d'abord en direction des élèves, alors avec un accompagnement éducatif extrêmement important, notamment sur le volet de l'aide aux devoirs, puisque souvent nos élèves n'ont pas chez eux les possibilités matérielles et humaines d'être accompagnés en dehors du collège, avec également un dispositif relais interne qui est une structure qui nous permet de sortir les élèves de la classe tout en les gardant dans l'établissement et de continuer à travailler avec chacun d'eux pour lui permettre d'affiner son projet personnel. Il permet aussi de soulager la classe, c'est-à-dire qu'il y a quelques points communs avec le dispositif que vous êtes venu voir ici. Ça permet aussi aux autres élèves d'aller plus loin pendant ce temps, et avec aussi une école ouverte très importante, puisqu'elle fonctionne toute l'année, week-end et vacances comprises. Ça veut dire que pendant ce temps, nos élèves sont pris en charge sur les volets éducatifs, culturels, sportifs, tout ce qu'on peut leur apporter dans ces moments-là, c'est très important. Il y a un deuxième volet aussi sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est la parentalité.
là, grâce à des dispositifs qui ont été mis en place, comme ouvrir l'école aux parents, et on peut effectivement aider les parents à comprendre notre langue, on peut aussi aider les parents à comprendre le système éducatif et les lois de la République. Et ça aussi, c'est important pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avancer. Des cafés des parents, le dispositif de la mallette des parents, tout ça, ça nous permet d'avoir un ensemble cohérent et articulé au service des élèves. Malgré tous ces dispositifs, malgré tous ces moyens, il y a un certain nombre d'élèves pour lesquels nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, usé tous nos dispositifs et que nous sommes en bout de course, c'est-à-dire que nous ne savons pas comment faire, et ça n'est pas faute de nous en être occupés. Et à ce moment-là, ces élèves perturbateurs qui sont en rupture et qui n'acceptent aucune règle, nous ne savons pas quoi en faire et ils nous empêchent d'avancer avec nos autres élèves. Alors, nous ne voulons pas les lâcher, effectivement, ces élèves, nous ne voulons pas nous débarrasser d'eux, mais il semble important qu'un dispositif puisse les accompagner, tout en restant en contact avec nous, évidemment, le cas échéant. Et cette solution, c'est sans doute l'établissement de réinsertion scolaire qui nous permet d'envoyer ces élèves hors du quartier. Je pense que c'est une notion très importante et qui nous permet aussi de pouvoir travailler avec eux, qui permet aux établissements qui les reçoivent de pouvoir travailler avec eux leur projet personnel, leur redonner un espoir dans l'avenir, quelque part, et à ce moment-là d'avancer. Parallèlement, ça ramène une certaine sérénité sur l'établissement, parce qu'effectivement, nous sommes soulagés de la gestion d'élèves qui sont extrêmement difficiles à gérer. Voilà. Donc ce que je souhaite vous demander, c'est qu'en est-il de la pérennisation de cet établissement de réinsertion scolaire dans l'avenir, qui peuvent permettre à ces élèves et qui peuvent nous permettre de répondre aux besoins de ces élèves qui sont dans la difficulté. Merci, monsieur le principal. L'idée que nous avons eue l'an passé, c'est la suivante. Il existe pour les élèves difficiles, ne nous attardons pas sur le mot difficile qui regroupe quantité de situations, mais disons pour faire simple, des élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir dans un cursus classique. Et le mot classique, c'est parce que je refuse le mot normal. Okay ? Il y a des dispositifs relais, ça fonctionne bien, mais il est des élèves en plus grande difficulté pour lesquels le dispositif relais n'est pas adapté. Il existe à l'autre bout de la chaîne ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés pour les élèves ayant eu des problèmes avec la justice. Donc, entre l'extrêmement grave, qu'est le centre éducatif fermé, qui est, disons les choses comme elles sont, un établissement qui n'est pas une prison, mais qui est un établissement totalement fermé. Et le dispositif relais, il y avait, me semble-t-il, un trou béant pour des élèves pour lesquels la sanction scolaire était totalement dépassée et qui n'étaient pas éligibles, je dirais encore, à une sanction pénale. J'essaie de définir le cadre. Et avec Luc Châtel, on s'est dit on ne peut pas laisser les chefs d'établissement et les profs face à une situation où la seule solution, monsieur le principal, c'était de repasser à un collègue, un élève qui rendait la vie impossible dans un collège de 500 ou 600 élèves. Et que vous disait le collègue? Écoute, je te prends le tien, mais moi j'en ai un, j'en peux plus. OK? Et je te le donne. Et je mets au défi quiconque de contredire ce témoignage vécu 1000 fois de chefs d'établissement ou de profs qui ne savaient plus que faire. Ce n'est pas un jugement ni social ni personnel, qui ne savaient plus que faire, avec 2 ou 3 élèves qui rendaient la vie impossible du collège, parce que ça suffit, mais en même temps, il fallait bien les mettre quelque part. Et on a eu l'idée, avec Luc Châtel, de créer l'établissement de réinsertion scolaire. Mais on a eu cette idée pour 2 catégories de personnes. D'abord pour vous, bien sûr pour eux, mais pour vous. C'est que maintenant, dans une situation d'échec dans votre établissement,
vous avez une possibilité, avoir une place en ERS. Alors, ces ERS, on les a cadrés assez précisément. D'abord, ça doit être un internat. Parce que nous pensons que sans rupture avec l'environnement immédiat, il n'y a pas de nouveau départ possible. Donc l'internat est un choc, mais un choc salutaire, mais un choc. Hein, parce qu'on ne peut pas dire on va changer si on veut. C'est vraiment, il y a une volonté de... Bon. Deuxièmement, pour créer un nouveau rapport de confiance entre les profs, les surveillants, l'encadrement et les jeunes, nous avons besoin de l'internat. Parce que ce rapport de confiance ne peut pas se faire uniquement aux heures de classe. Ils doivent faire du sport ensemble. Ils doivent vivre ensemble pour créer ce rapport de confiance. Donc l'internat, on y tient beaucoup. Deuxième élément que l'on tient, c'est le petit nombre. Je veux dire que dans notre esprit, l'ERS, c'est une structure dont il serait opportun de veiller à ce qu'elle ne dépasse que très rarement les 20, la vingtaine. Pourquoi? Parce que, à plus nombreux, les jeunes créent un sentiment d'appartenance en sous-groupe. Il y a le groupe des jeunes et le groupe des adultes. À 8 ou 15, il y a un groupe qui est le groupe de l'ERS. Est-ce que je me fais comprendre? L'effet mathématique, s'il y a tellement de jeunes, alors ils se recroquevillent. Or, ces jeunes en difficulté, quel est le problème? C'est qu'ils sont en refus de l'autorité, en refus de l'univers extérieur, en rétractation sur eux-mêmes, sur le quartier, sur la bande de copains. Bon. Si on les met en ERS, c'est pour changer ça. Donc on reste en petite structure. Troisième règle que l'on tient, c'est l'ERS, c'est pour les 13-16 ans. Nous pensons qu'avant 13 ans, ça pose d'autres problèmes. Vous pouvez imaginer qu'il faut quand même un minimum d'autonomie, de maturité, et qu'après 16 ans, on est dans un autre cas de figure. D'ailleurs, ça serait curieux de créer un ERS pour après 16 ans, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On ne va pas écouter, excusez-moi, on ne va pas avoir des jeunes en situation d'échec dans l'éducation qu'on met après la date d'école obligatoire en internat. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et enfin, quatrième règle, c'est grosso modo un adulte pour un enfant. Nous avons réussi à créer la première année 11 ERS. Le ministre, et je l'en félicite, pourra annoncer pour la rentrée prochaine 20. Et non seulement ce dispositif, on va le pérenniser, mais on va le développer. Hein? Alors, vous pourriez me dire pourquoi seulement 20 ? Parce que d'abord, il faut des encadrants volontaires. Deuxièmement, il faut des locaux. Ce n'est pas aussi évident, pas aussi simple que ça. Je tiens beaucoup au volontariat, parce que c'est un projet pédagogique. Et je vous le dis aussi, ces ERS, nous allons les faire évoluer encore. Par rapport à la première formule, Lic le dirait mieux que moi, il y a plus de sport. Deuxièmement, les sanctions à l'intérieur de l'ERS, nous voulons évoluer davantage vers des travaux d'intérêt général plutôt que des sanctions classiques. Enfin, écoutez, la sanction de l'ERS ne peut pas être l'exclusion. Enfin, pardon, ça serait complètement incohérent avec ce qu'on va faire. Mais un travail d'intérêt général, c'est quelque chose qui est parfaitement compréhensible et parfaitement adaptable. Enfin, dernière chose, nous ne verrions que des avantages à ce que les ERS aient des règles de fonctionnement différenciées, parce que ma conviction, c'est qu'un ERS dans ce climat et cette région magnifique, monsieur le maire, ce n'est pas forcément le même fonctionnement que si un jour on a un ERS à Toulouse. Pas forcément. Et donc il faut faire confiance à l'équipe. L'ERS, je tiens aux principes que j'ai annoncés, mais à l'intérieur de ces principes, s'il y a une équipe pédagogique volontaire, je prends l'exemple de Toulouse, on n'est pas obligé de fonctionner avec le même emploi du temps, les mêmes activités qu'ici à Bagnères-de-Luchon. Il faut tenir. Ici, on fait du ski, on fait de l'escalade.
On peut partir une journée entière en excursion. Toulouse, c'est absolument magnifique, mais pour le ski, c'est moins commode. Hein? Bon, voilà. Donc, je vous le confirme, je soutiens totalement cette initiative qui me semble-t-il est bonne. Quand nous l'avons annoncée, ça a été un concert de critiques. On a d'ailleurs eu un problème dans un ou deux des ERS et on a corrigé, ce n'est pas un drame. J'en profite pour dire au monde de l'éducation nationale qu'il est venu le temps d'expérimenter, et puis si on se trompe, on fait autre chose. On trouvera une autre solution. Mais qu'on ne peut pas considérer devant la difficulté qui est la vôtre, de la diversité de tous ces jeunes que la société vous confie, il n'y a pas une recette unique. Et ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de bon sens. Alors, si l'ERS n'avait pas fonctionné, on l'aurait fermé. L'ERS fonctionne, je vous dis, on est prêt à évoluer. Mais quand, grâce, on arrête de se crisper, bon, vous avez parlé du programme Clair, pour moi c'est très important. Il y aura l'année prochaine 300 établissements au lieu des 105 collèges et lycées. Bah, c'est des lieux où le chef d'établissement peut organiser sur la base du volontariat le recrutement de son équipe. Bon, bah, tant mieux. Je pense que depuis trop longtemps, il y a trop de circulaires, qu'on dit trop aux profs ce qu'ils ont à faire et qu'on ne leur fait pas assez confiance. Il faut mettre un peu de liberté, de souplesse dans tout ceci. Alors bien sûr, il y a le côté national des diplômes, bien sûr, il y a l'égalité des chances, bien sûr, l'égalité. Mais moi, je pense que l'égalité des chances, c'est faire la diversité des soutiens. C'est pas donner la même chose à chacun. Voilà ce que je pense, profondément. Que les enfants qui vous sont... Quand on parle de l'école de la République, elle est fantastique l'école de la République, mais quand vous aviez 10% d'une classe d'âge à vous occuper, ça n'a rien à voir avec 100% d'une classe d'âge. Et qu'à 10% d'une classe d'âge, on peut avoir un modèle d'organisation unique, à 100% d'une classe d'âge jusqu'à 16 ans, on ne peut pas avoir un modèle d'organisation unique. Je le crois, mais très profondément. Et ce n'est pas une question de gauche, une question de droite, une question d'opposition ou de majorité, c'est une question de bon sens. Les enfants que vous avez, dont vous avez la responsabilité, dont vous occupez magnifiquement, sont tellement différents, et ils le seront de plus en plus, que vous ne pouvez pas leur plaquer un modèle unique sur un enfant unique qui n'existe pas. Voilà. Et je voudrais tellement faire comprendre que l'unité de la République, ce n'est pas l'uniformité, et que l'égalité républicaine, ce n'est pas donner la même chose à chacun. Je me fais comprendre qu'il y a des enfants qui partent de plus loin et qui doivent avoir plus. Et qu'il y a des profs qui ont des classes qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et ça le sera de plus en plus. Qu'il y a des enseignants qui sont différents et qui doivent pouvoir valoriser leur expérience et qu'on les laisse faire. Pas la maladie de multiplier les circulaires pour que vous apprendre à faire votre métier. Alors, il y a des rendez-vous, il y a des évaluations et tout ça. Et le programme Clair, je le soutiens. Et les ERS, enfin, vraiment, c'est presque mon bébé. Et je remercie à Luc Châtel, l'excellent ministre, de s'en occuper comme ça, parce que j'y crois. Vous savez, j'ai été ministre de l'Intérieur, mais je sais peut-être mieux que d'autres que la réponse n'est pas que sécuritaire sur des jeunes de 13 ans. Mais un jeune de 13 ans qui est en refus de toute autorité, qui est en situation de violence, vous ne pouvez pas le laisser dans un environnement classique qu'il rejette et dont il se sent rejeté. Voilà, c'est bien là le problème. Et j'étais très heureux de rendre hommage à l'équipe que j'ai vue, je les en félicite parce que vous êtes des gens qui rendent un grand service à la société et j'étais très heureux de discuter avec ces jeunes. Ça arrive à tout le monde d'être en situation d'échec, mais on n'a pas le droit de persévérer dans l'échec. Voilà. Donc, non seulement ça va se poursuivre, mais ça va se développer. L'Académie de Toulouse, Monsieur le Président, est une académie qui est essentiellement rurale. Elle est donc sans doute moins confrontée que d'autres aux phénomènes de violence et d'insécurité scolaire. Mais pour autant,
elle n'échappe plus totalement à ces phénomènes et les établissements scolaires peuvent être exposés à des comportements d'incivilité ou de violence, nous l'avons vu. Et il y a donc, de leur part, une attente de sécurisation. Nous y répondons en mettant en œuvre les mesures qui ont été décidées lors des États généraux de la sécurité à l'école, et nous organisons en particulier un accompagnement des établissements par l'équipe mobile de sécurité de l'Académie. Il m'a paru utile que le chef de l'équipe mobile de sécurité puisse vous dire quelles sont ses missions dans l'Académie de Toulouse. Monsieur Verne. Merci, Monsieur le Recteur. Bonjour, Monsieur le Président. Les 7 et 8 avril 2010, les États généraux de la sécurité à l'école réunissait tous les acteurs du monde éducatif, de la sécurité, de la justice. On se souvient qu'il faisait suite au décès du jeune Hakim, décès survenu dans l'enceinte même de son lycée au Kremlin-Bicêtre. Dès lors, Monsieur le ministre Luc Châtel donc, retenait 5 axes, dont la sécurité des établissements scolaires et le renforcement et le déploiement des équipes mobiles de sécurité. Sur l'Académie de Toulouse, je dirige cette équipe mobile de sécurité. Et mes collaborateurs, qui sont d'origine très diverses, sont des experts de la sécurité, de la sûreté, de la gestion de crise. Ce sont des spécialistes de la formation. Il y a des psychologues, il y a des analystes factuels. Nos missions sont des missions d'action et des missions de fond. Nos missions de fond portent sur le diagnostic de sécurité, qui, lui, porte sur les stratégies humaines, le diagnostic de sûreté, qui tient de la prévention situationnelle, et enfin, le diagnostic local de climat scolaire, qui n'est autre qu'une enquête de victimation propre à l'établissement. C'est sur la base de ces 3 documents, qui sont des documents vivants, que le chef d'établissement et l'équipe éducative peut désormais s'appuyer avec une analyse exhaustive et qu'ils peuvent ensemble mettre des mesures concrètes, avec l'accompagnement de l'équipe mobile de sécurité. Cette équipe assure également des actions de formation à l'endroit de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et bien évidemment, nous portons des actions de prévention auprès des élèves sur toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient. Nous portons également des actions éducatives sur les valeurs fondamentales de notre République. Enfin, cette équipe intervient en tout point de l'académie. Dès lors qu'un événement grave survient dans un établissement, nous nous portons au côté du chef d'établissement pour la gestion de crise. À ce jour, Monsieur le Président, mon équipe a réalisé, depuis sa création, 678 interventions dans les établissements scolaires du second degré. Je vais juste prendre un exemple d'intervention pour vous donner une image de ce que l'on a pu décliner des États généraux de la sécurité. C'est un collège qui jusque-là n'avait jamais fait parler de lui, si ce n'est par ses bons résultats, dans lequel intervient une bagarre entre élèves issus de 2 communautés différentes. Et l'un des protagonistes appelle avec son téléphone portable ses parents, sa famille, en indiquant qu'on a voulu le tuer, l'étrangler. Il est 13 h, à ce moment-là, tous les élèves et les professeurs se trouvent dans la cour, et plusieurs adultes vont faire une intrusion extrêmement violente dans l'établissement. Il a fallu pour cela que la police intervienne manu militari. Gros choc dans l'établissement. Donc l'action de mon équipe a porté sur plusieurs domaines. L'accompagnement d'abord des victimes, le suivi des victimes, des parents d'élèves, des enseignants, des élèves. Nous avons assuré la liaison entre les forces de police avec le parquet. Nous avons assuré une intervention auprès des personnels enseignants qui, dans un premier réflexe, voulaient annoncer un droit de retrait et qui, avec courage, ont repris leur mission immédiatement. Et enfin, nous avons assuré une information objective auprès de tous les élèves pour éviter le traumatisme et le fameux fantasme. Vous le voyez, Monsieur le Président, les équipes mobiles de sécurité s'attaquent aux situations d'urgence. Pour autant, je crois aussi que nous avons beaucoup avancé sur la sécurisation des établissements scolaires. S'engager aujourd'hui sur le problème du harcèlement scolaire, c'est penser avant tout, et je sais que vous y êtes sensible, aux victimes. Et en vous disant cela, j'ai quelques prénoms d'élèves qui me viennent à l'esprit. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas oublier tous les phénomènes insidieux, récurrents, sournois, diffus, que représentent les incivilités quotidiennes. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Président, ce que vous comptez faire pour vous attaquer à ce genre de phénomène? Bon, merci d'abord, Monsieur Verne, de ces explications. Bon, je vais vous parler très franchement et très librement. Le métier d'enseignant est un métier extrêmement difficile.
il l'a toujours été et il l'est sans doute de plus en plus. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus difficiles que les jeunes que vous aviez dans l'éducation nationale il y a 30 ou 40 ans. Excusez-moi, je dis les choses comme je les pense, simplement, je ne cherche pas de prétexte, je dis c'est une réalité. Hein? On est face à deux événements, deux évolutions lourdes de la société. Les élèves qui vous sont confiés, et pour moi je mets collège et lycée, hein, peut-être même primaire d'ailleurs, peut-être même primaire, vous avez des jeunes de plus en plus difficiles, indépendamment de tous les problèmes sociaux, hein, plus difficiles, c'est-à-dire qui vont moins respecter l'adulte spontanément, moins respecter l'autorité spontanément. Dans le même temps, vous avez un phénomène de véritable déclassement de la fonction d'enseignant dans la société, dont les raisons, il y aurait beaucoup à dire, et je ne veux pas abuser de votre patience, mais c'est un grand sujet. Je veux dire que le maître, ce qu'on appelait le maître, l'instituteur, dans la France rurale, profondément rurale, était le centre de la société. Hein? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui l'enseignant, dans la ville, est le centre, le cœur social de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'un côté, le métier devient plus difficile, parce que les enfants, les jeunes sont plus difficiles. C'était très intéressant. Les jeunes que j'ai rencontrés qui s'expriment d'ailleurs très bien, 13 ans, des gabarits d'adolescents de 17 ou de 18 ans, enfin, je veux dire, rien que ça. Et en même temps, des enseignants qui ont le sentiment d'un déclassement dans la société. Si en plus, monsieur Verne, il y a l'insécurité physique, le boulot des enseignants, c'est pas de se faire respecter par la force. C'est pas de faire le coup de poing parce qu'ils sont des adultes dans un collège de 600 ou de 700 élèves. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas d'avoir peur quand on va à l'école. C'est pas dans le métier, ça. C'est pas dans le statut. Ça fait pas partie des contraintes du métier d'enseignant. Et moi, je considère que tout acte de violence sur un enseignant, c'est un problème pour la République. Parce que si on ne respecte pas l'enseignant, et je le dis à l'endroit de certaines familles qui peuvent être violentes, comme à l'endroit de jeunes qui peuvent être violents, c'est quelque chose sur laquelle nous ne pouvons pas tolérer la moindre incartade. Je le dis comme je le pense, c'est très grave de s'en prendre physiquement à quelqu'un, c'est encore plus grave de s'en prendre à un enseignant. Parce qu'il est le symbole de la République et du don que fait la société en organisant des études gratuites. C'est inacceptable. J'ai le même réflexe d'ailleurs vis-à-vis des jeunes. Les familles qui nous confient leurs enfants, c'est pas pour aller dans la jungle. L'école doit être sanctuarisée de la violence, de la politique partisane, d'un certain nombre de choses. Et donc, il n'y a pas d'autre réponse que la sévérité la plus absolue sur ces comportements de violence. La violence est hors la loi à l'école. La violence est hors la loi à l'école. Alors, Luc a conduit une action très profonde, les diagnostics de sécurité. Bon. Là encore, à chaque fois, ça a été une bagarre terrible. Je veux m'en expliquer avec vous. Les équipes mobiles de sécurité, M. Verne. Mais vous en avez besoin. Parce que quand il y a une situation dramatique dans un collège ou un lycée de la région, si on ne veut pas avoir l'exigence de retrait que je peux comprendre et l'aggravation, il faut bien qu'il y ait une équipe mobile de sécurité qui ne sont pas que des gros bras. Enfin, pardon, si vous en avez, mais il y a aussi, enfin, qui sont des gens qui connaissent la gestion de crise, hein, pour apaiser. C'est absolument indispensable. Il ne s'agit pas de faire des bouleurs. Je sais que, y compris dans l'académie, vous aviez, monsieur le recteur,
un adjoint qui n'était pas enthousiaste. Hein? Je me trompe? Il a évolué. Oui, oui. Mais il a raison, il n'y a que les gens qui ne sont pas intelligents qui n'évoluent pas. Mais tant mieux, ce n'est pas un reproche que je veux dire. Je veux dire que dans notre société en général, et au sein de l'éducation nationale en particulier, il y a un tel manque de confiance depuis des années et des années qu'on voit l'idée nouvelle d'abord comme une agression avant de la voir comme une amélioration. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends ma part de responsabilité. Je pense qu'on est tous responsables, mais je constate. On adore parler de la violence à l'école, mais dès que quelqu'un apporte une idée nouvelle, boum! Du genre, je sais ce que j'ai, je ne veux pas avoir pire. Ah bon, et si ça s'améliorait? Aujourd'hui, les équipes mobiles de sécurité, tout le monde est d'accord. Et je salue la décision de Luc Châtel de créer 500 postes nouveaux pour ces équipes mobiles réparties dans chaque académie. 500. Deuxièmement, j'avais fait, peut-être vous en souvenez-vous, un petit peu scandale, lorsque ministre de l'Intérieur, j'avais proposé de nommer un correspondant sécurité dans les lycées et les collèges, souvenez-vous, qu'il le demandait. Il m'avait dit comment faire rentrer un uniforme dans l'école? Mais vous n'y pensez pas. Ce n'est pas une caserne. J'avais fait remarquer, sans être entendu d'abord, que si vous préfériez avoir un policier ou un gendarme en civil, c'est possible. Hein. Mais surtout, mon idée, c'était la suivante, c'est que, je ne sais pas si dans l'académie se passe comme ça, mais que rares sont les enseignants qui habitent dans la ville où ils enseignent, enfin, ou dans le quartier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais été très frappé d'une de vos collègues enseignantes qui avait pris un coup de couteau par un jeune, elle enseignait en 3e, qui avait 19 ans en 3e. D'abord, excusez-moi, 19 ans en 3e, il y a un problème, quoi. Non, mais je vous assure, qu'est-ce qu'on le met en 3e? Enfin, c'est pas un jeune qu'on doit laisser tomber, mais le mettre en 3e classique, vous imaginez, pour les autres, ce que ça peut représenter. Et j'avais vu votre collègue à l'hôpital, et je lui ai dit, mais madame, est-ce que vous aviez senti qu'il était dangereux? Elle m'a dit oui. Mais je ne savais pas qu'il avait un casier judiciaire. Je conteste l'idée qu'on ne donne pas le casier judiciaire des jeunes qui sont dans un établissement, au moins chef d'établissement. Est-ce que vous comprenez qu'on n'enseigne pas une classe avec un jeune qui a un casier judiciaire de la même façon? Il ne s'agit pas de le stigmatiser, est-ce que vous me comprenez? Mais l'enseignant et le chef d'établissement ont le droit de savoir quand même. Deuxièmement, elle me dit, j'ai bien vu dans son regard que... il m'a dit, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il me fait peur. Je dis, mais vous n'avez pas été voir? Mais allez voir qui? J'habite à 40 km de l'établissement où j'enseigne. Je ne connais pas le commissaire de police, le commissariat de police dans de la ville où j'enseigne. Et aller au commissariat de police de mon domicile à 40 km pour dire j'ai peur d'un de mes élèves, ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer les correspondants, c'est-à-dire un jeune policier ou un jeune gendarme qui viennent régulièrement dans l'établissement, hein, pour rencontrer le chef d'établissement, pour parler, simplement pour parler. Et si un prof ou un chef d'établissement a un problème, qu'il puisse échanger et qui convoque aussi ce jeune pour lui dire, voilà, ça ne va pas. Je crois également nécessaire la formation des chefs d'établissement et des enseignants à la gestion de crise et à la tenue de classe, parce que parfois on envoie, vous savez, avec votre système, celui qui a le moins de points et le moins d'expérience se trouve dans le poste le plus difficile et le plus exposé. C'est une logique, ce n'est pas la mienne. Je la conteste, cette logique. Je pense que ce n'est pas une bonne logique. Alors, même si vous êtes agrégé et que vous vous retrouvez à enseigner l'histoire avec votre agrégation, ce n'est pas pour ça que vous savez tenir une classe, passionner une classe, gérer une crise et gérer un garçon
qui fait 20 cm de plus que vous, qui ne reconnaît pas votre autorité et qui vous provoque. Quel est le rapport avec l'agrégation? Je dis pareil pour les certifiés. Je n'ai pas, vous comprenez? Ça n'a aucun rapport. Voilà. Et ce sont tous ces éléments qu'on a essayé de faire évoluer. Et M. Verne, c'est capital parce qu'il ne peut pas y avoir de pédagogie réussie avec la violence. Voilà. Donc, il faut mettre fin à cette omerta sur la violence à l'école. C'est un sujet capital, central, qu'il faut traiter sans être obsédé, mais sans naïveté non plus. Voilà. On ne peut pas accepter cela. Alors la réponse n'est pas toute sécuritaire, je le disais il y a un instant, elle est également pédagogique, c'est sûr, mais à un moment donné, si les familles ne font pas le travail, si l'État ne fait pas son travail, on ne peut pas laisser l'établissement seul avec ça. C'est pas possible. Donc on est vraiment dans une construction. J'observe d'ailleurs que l'année passée, ça s'est mieux déroulé, et grâce à votre travail à tous, mais je suis très à l'écoute de toutes les demandes du ministre sur le sujet pour qu'on aille un peu plus loin et un peu mieux encore. Voilà. Et dans les établissements difficiles, avoir un policier ou un gendarme qui est le référent, ça soulage la communauté pédagogique, qui ne se sent pas seule face à ce problème qui les obsède. Moi, vous vous rendez compte, moi je me mets à votre place, aller tous les jours en classe et avoir peur, pour certains de vos collègues, c'est un calvaire. Mais j'ai la même remarque pour les enfants, hein, bien sûr. Ce n'est pas un petit problème. C'est un petit problème pour ceux qui en parlent de loin, qui n'ont pas à gérer la situation que vous avez à gérer. Mais pour vous, c'est un drame quotidien. Ça ne peut pas. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas la République. C'est une violation des principes et des valeurs de la République. Et le ministre a bien fait d'en faire une priorité. Je vous propose, Monsieur le Président, d'évoquer deux autres dispositifs de lutte contre l'échec scolaire. Vous avez fait de la lutte contre le décrochage une priorité nationale. Il n'est pas besoin de rappeler dans cette enceinte, au milieu des membres de la communauté éducative, comment se manifeste le décrochage scolaire, ni quelles en sont ses conséquences sur les jeunes, dont l'avenir soudain s'obscurcit. Je voudrais en revanche, mais très rapidement, vous citer deux chiffres, pour que nous puissions en prendre l'exacte mesure dans cette académie. Lors de son dernier recensement, l'INSEE a estimé que dans l'académie de Toulouse, 18% des jeunes de 20-24 ans étaient sans qualification. Dans le cadre de la lutte contre le décrochage, nous avons nous-mêmes estimé le nombre de jeunes de plus de 16 ans en situation potentielle de décrochage à environ 3600 pour toute l'académie. Et c'est donc dans ce contexte, comme le ministre l'a souhaité, que nous venons de mettre en place les plateformes départementales de lutte contre le décrochage scolaire, que nous avions d'ailleurs déjà installées dans l'académie à titre expérimental dans le cadre du plan Hirsch. Nous avons donc une expérience dont mademoiselle Pia a bénéficié et dont elle va pouvoir vous faire part. Merci, monsieur le recteur. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Céline Pia. Je suis née le 14 juillet 1990. J'habite à Tarbes et je vais présenter mon parcours. L'année dernière, j'ai échoué au baccalauréat littéraire. Pendant l'été, je suis allée à la mission locale pour travailler car je ne voulais plus reprendre mes études. La mission locale m'a dirigée vers l'accueil commun. J'ai pris rendez-vous et j'ai été accueillie par plusieurs personnes qui se sont présentées, le Centre d'information d'orientation, la mission générale d'insertion d'éducation nationale, la mission locale et la Chambre des métiers. Et j'ai présenté mon projet. Je voulais devenir monitrice et éducatrice. Ils m'ont donné tous les renseignements sur ce projet et m'ont fait deux propositions, soit faire des stages avec la mission locale, soit faire une formation avec la MJI. J'ai réfléchi et je ne voulais plus reprendre mes études, alors je suis allée à la mission locale. La mission locale m'a aidé à chercher des stages, à faire un CV et une lettre de motivation. Mais je n'ai pas trouvé de lieu de stage car je n'avais pas assez d'expérience.
Donc, je suis allée à la mission générale d'insertion de l'éducation nationale. Tout d'abord, j'ai fait plusieurs stages de découverte dans la petite enfance. C'est là où je voulais travailler. Dès mon premier stage, qui s'est très bien passé, j'ai décidé de passer le CAP de petite enfance avec le CNED. Depuis décembre, je suis les cours du CNED avec une aide de la Mission générale d'insertion de l'éducation nationale tous les mercredis. Je passe aussi le brevet d'aptitude de fonction d'animateur et le sauveteur secouriste du travail. Depuis janvier en avril, j'étais en stage auprès d'une agent territoriale spécialisée en école maternelle, dans une école maternelle, et auprès d'une animatrice de centre de loisirs associée à l'école. Je passe mon examen début juin. Monsieur le Président, j'aimerais vous poser une question. Comment faire pour permettre aux jeunes de faire des stages plus facilement pour avoir une première expérience? Merci. Je vais y répondre, mais peut-être Madame Sourna comme ça. Effectivement, à côté de la lutte contre le décrochage scolaire, nous avons d'autres dispositifs pour donner aux jeunes en rupture une deuxième chance. Parmi ces dispositifs, il y a le dispositif dit de deuxième chance, qui bénéficie de la participation d'entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Madame Sournac, qui est directrice du développement des ressources humaines de sa société, donc en charge de cette question, peut nous faire part de son témoignage. Madame. Bonjour, mon entreprise est spécialiste des domaines génie électrique, mécanique, climatique, de l'énergie et des réseaux de communication. Nos effectifs sont constitués de 5% de jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ils apprennent un métier sous la houlette de tuteurs qui leur transmettent à la fois leur savoir-faire et les accompagnent au quotidien pour faire de leur insertion dans l'entreprise un succès. Nous œuvrons également auprès de structures comme Fondation Agir contre les exclusions, FACE, nos quartiers ont du talent ou encore l'école de la deuxième chance pour aider des jeunes en difficulté. Ces dispositifs concernent des jeunes qui ont quitté le système scolaire, souvent sans qualification et sans diplôme. Nos actions consistent à accueillir ces jeunes pour une découverte sur le terrain de nos métiers, leur prodiguer des conseils concernant leur CV ou la façon de se présenter lors d'un entretien d'embauche. Cela leur permet d'affiner leur projet, de le confronter à la réalité du métier et de tester leur motivation. Récemment, nous avons accueilli quelques jeunes orientés par l'école de la deuxième chance pour leur proposer une formation en alternance qui leur permettra d'acquérir une qualification en quelques mois, puis d'être embauchés si l'entreprise et le métier leur plaît. L'insertion de jeunes en difficulté peut passer aussi par des partenariats avec les GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, avec des entreprises de travail temporaire d'insertion ou encore avec des filières d'insertion spécialisées comme celles qui sont plus spécifiquement dédiées aux jeunes en situation de handicap. Et je citerai bien entendu les réseaux des Cap Emploi ou des associations comme Tremplin à Toulouse. Nos partenariats sont très larges, nos collaborateurs très investis et fiers du coup de main qu'ils donnent aux jeunes, qui en contrepartie contribuent à la richesse de notre entreprise. Ces voies d'insertion possibles concernent les jeunes qui ont envisagé de s'orienter vers nos métiers. Mais, Monsieur le Président, quelles solutions proposer aux autres jeunes en quête de projet, justement, pour leur offrir une vraie deuxième chance? Qui sont les décrocheurs, hein, je le dis à Céline. C'est la population, hein, je parle sous le contrôle de Luc Châtel, de ceux qui ont dépassé 16 ans, donc qui ne sont plus obligés d'aller à l'école, et qui n'ont pas encore 18 ans, donc qui n'apparaissent dans aucun dispositif. On avait, Céline, un véritable trou noir pour les 16-18 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'à moins de 16 ans, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a l'absentéisme scolaire, qui est autre chose. Mais, alors, à 16 ans, ils disparaissaient du radar de la société. Tu as bien compris, l'école n'est plus obligatoire. Pour certains, ils avaient décroché avant, mais même pour ceux... Et avant 18 ans, on ne les récupérait pas. Donc avec Luc Châtel, on a fait quelque chose qui, là encore, a créé la polémique. On s'est dit, comment peut-on aider des jeunes qu'on ne connaît pas?
qui ne sont dans aucune statistique et dans aucun fichier. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'ils ne sont plus à l'école. Et donc, nous avons décidé un travail de recensement des décrocheurs mené à l'échelon local qui nous permet, grâce à l'autorisation donnée en décembre dernier par la CNIL, d'avoir un moyen pour prévenir le décrochage. Notre idée, c'est que tout jeune qui sort de l'école obligatoire doit se voir proposer un stage, une formation, un apprentissage, une solution. Mais vous avez bien compris que si on ne les a pas répertoriés, appelez un fichier ou ce que vous voulez, comment vous voulez les aider? Est-ce que je me fais comprendre là encore? Si on ne les connaît pas, si vous ne savez pas où ils se trouvent, tout jeune qui sort de l'école obligatoire, nous voulons savoir ce qu'il fait et lui proposer une solution. Parce que vous imaginez ces 2 années, 16-18 ans dans la rue, comment vous les récupérez après, ces jeunes-là? 2 années d'errance, de disparition. Vous croyez qu'on les récupère à 18 ans après plus facilement? Alors nous avons obtenu l'autorisation de la CNIL, c'est Luc Châtel qui a fait cela, 100 responsables départementaux, 400 coordinations locales, dont l'objectif, c'est de convoquer ces jeunes pour qu'à chacun d'entre vous, Céline, il y ait une solution. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'on vous a tous récupérés qu'on trouvera la solution, et ce que vous dites sur les stages, c'est très vrai. Alors, il y a beaucoup d'humour, celui qui vous a dit « pas de stage, il n'y a pas d'expérience ». Mais oui, mais vous voulez un stage pour avoir une expérience. Alors, on peut continuer longtemps. Hein, je ne vous prends pas en stage, mademoiselle, parce que vous n'avez pas d'expérience. Oui, mais pour que j'ai de l'expérience, il faut qu'on me donne un stage. Hein, avec ce raisonnement, celui qui vous a répondu ça, c'est pas le champion du monde de l'intellect. Hein, c'est quand même bon, ou de la générosité. Alors, comment peut-on faire pour les stages? Je vais oser sur la pointe des pieds une idée, mais je suis moi-même convaincu depuis longtemps que les établissements scolaires, notamment les lycées, vous avez intérêt dans vos conseils d'administration à vous ouvrir aux partenaires économiques locaux. Non pas, je vous en supplie, pour marchandiser l'éducation nationale, c'est pas du tout cela. Mais vous imaginez qu'un chef d'entreprise qu'on associe au conseil d'administration de l'établissement, ben, il aura plus vocation, Céline, à t'offrir un stage que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans le lycée. On peut imaginer qu'un ancien élève du lycée devenu chef d'entreprise dans la région ou dans la ville a beaucoup de plaisir à revenir dans son lycée pour donner un coup de main. Et, ici, et pour les profs aussi, quand il s'agit de trouver un stage en entreprise, c'est plus facile de le trouver avec le chef d'entreprise du coin qui est associé à la enfin, vous voyez, à la discussion sur l'avenir du lycée, que si on les tient en dehors. Si on les tient en dehors, je ne vois pas comment on peut leur demander de s'ouvrir. À la fermeture des uns ne doit pas répondre la fermeture des autres. C'est l'ouverture qui est très importante. Et puis, deuxième chose, nous développons les écoles de la seconde chance, dont il faut bien dire que pour certains jeunes, c'est les écoles de la première chance. Moi, je mets toujours le... Tu sais, c'est même en t'écoutant, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas sa première chance? Est-ce que ce n'est pas sa première chance? Bon, enfin, disons, on les appelle les écoles de la seconde chance. C'est pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Nous avons créé 4500 places nouvelles. Nous sommes à 9000 places en France. L'objectif, c'est de monter à 12 000. Je crois beaucoup à cela. Et je voudrais favoriser le développement de l'apprentissage en milieu scolaire en augmentant les unités de formation par l'apprentissage. Aujourd'hui, 38 000 apprentis. Je pense que c'est une solution. Et vraiment, c'est une des priorités de Luc Châtel. Voilà. Au fond, l'éducation nationale est légitimement fière de ceux qui réussissent. Louise va nous expliquer son cursus. Elle a fait Polytechnique. Fantastique. C'est très bien, c'est parfait. Mais moi, je pense que l'éducation nationale pourrait être aussi fière de réduire à 0 le nombre de décrocheurs. Je n'oppose pas les deux, Louise. Hein. Je n'oppose pas le parcours de Céline au parcours de Louise. Je dis ce peut être 2 parcours d'excellence.
est-ce que je me fais comprendre, 2 parcours d'excellence. Parfois, à Paris, il y a des grands lycées qui me disent ouais, 100% de reçus au bac. Oui. Alors, je vois bien qu'ils sont déçus parce que je ne m'esbaudis pas, vraiment. Parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Et combien d'élèves sortis en 3e, en seconde, en première et avant 100%, c'est fantastique. Si on a pris 100% des jeunes, mais si on a écrémé, ben, c'est quand même plus facile d'avoir 100% au bac avec les meilleurs, ceux qui sont prêts pour faire des études ou qui ont des opportunités. Bon, je dis que ce qui est admirable, c'est qu'on les amène tous à quelque chose. Et que le parcours d'excellence, il est forcément diversifié. Il y a de l'excellence dans le parcours de Céline. Et j'ai bien aimé la façon dont... D'abord, merci de m'avoir précisé que vous étiez de Tarbes, mais je l'avais presque compris comme ça. Hein, et je trouve que c'est bien parce que, en même temps, Céline, on sent qu'elle a ramé pour trouver, parce que le nombre... Hein, enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti parce que le nombre d'organismes vous a renvoyé, le nombre de stages... vous avez une sacrée volonté, Céline. C'est bien parce que il y a eu par moments des petits découragements en voir. Et j'aimerais tellement qu'on tende plus facilement la main à des jeunes comme Céline qui veulent s'en sortir. Parce qu'on voit qu'elle a la volonté de s'en sortir. Bon. Et par ailleurs, vous n'avez pas le bac. Bon. Mais vous pouvez parfaitement réussir d'autres façons. C'est pas, il y a pas, vous savez, je vais vous faire une confidence. J'ai été ministre, je suis président de la République. Je crois de tous mes collaborateurs être celui qui a le parcours scolaire le moins prestigieux. Et pourtant, c'est moi le président. Hein. Bon, quand j'étais ministre des Finances, j'ai une équipe fantastique. Et alors, un jour, j'ai regardé leur curriculum vitae, puis, m'envoyez pas, Louise, mais celui qui n'avait pas fait Polytechnique et l'ENA, c'est qu'il avait eu un chagrin d'amour immense. Hein. Il y avait eu un truc qui s'était passé dans la famille. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Polytechnique. Donc, des parcours de réussite professionnelle, il n'y en a pas qu'un. Voilà. C'est fantastique, les grandes écoles. On en a besoin, c'est l'élite républicaine. Mais il n'y a pas que cela. Votre parcours, c'est un parcours d'excellence, Céline. Et travailler dans la petite enfance, c'est merveilleux. Et on aura besoin de plein de gens. Hein. On a besoin de beaucoup d'humanité. Et vous êtes faite pour ça. Donc, voilà, là aussi, je voudrais passer ce message. Enfin, qu'on n'a pas tous des enfants qui n'ont que 20 à l'école, qui se présentent à un examen et qui l'ont réussi avant de se présenter. Enfin, si, sans doute dans cette salle, vous, mais enfin, pour ceux qui ne seraient pas dans cette situation, je veux dire qu'il y a beaucoup de parcours de réussite, que l'excellence est dans tous les parcours, pour peu que ce parcours soit valorisé. Précisément, Monsieur le Président, pour éviter l'échec scolaire, nous cherchons aussi à accompagner tous les jeunes pour construire leur réussite. Et nous avons mis en place différents dispositifs, parmi lesquels l'accompagnement personnalisé des élèves, qui représente désormais l'une des missions du service public éducatif. Cet accompagnement est généralisé de l'école primaire jusqu'à la terminale. Et j'ai fait un rapide calcul, un élève qui, du cours préparatoire jusqu'à la terminale, bénéficierait chaque semaine de 2 heures d'accompagnement personnalisé, aurait, sur la totalité du parcours, 864 heures d'accompagnement individualisé, ce qui est naturellement considérable. Je voudrais vous dire que ce dispositif d'accompagnement éducatif que nous avons mis dans les collèges rencontre un grand succès qui augmente chaque année, à tel point que en 2010-2011, dans l'Académie de Toulouse, nous allons y consacrer plus de 230 000 heures d'accompagnement des élèves. Nous le faisons parfois avec des élèves qui illustrent la réussite. C'est le cas de Mademoiselle Lage, vous l'avez dit, qui vient de l'école polytechnique.
Mais nous avons aussi cherché des dispositifs un peu plus innovants, et nous avons ainsi, à la dernière rentrée, mis également en œuvre l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi, qui repose sur un autre aménagement du temps scolaire. Nous avons précisément ce dispositif à quelques kilomètres de Bagnères-de-Luchon, dans le collège de Lourdes-Barousse. Et nous avons avec nous Madame De Rossi, dont le fils, élève de 6e, bénéficie de ce dispositif. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. Mais d'abord, Mademoiselle Lage. Bonjour, Monsieur le Président. Je vais quand même présenter mon parcours. Donc, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait mes années de lycée à Cergy-Pontoise et ensuite mes années de classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri IV à Paris. J'ai été reçue au concours d'entrée de l'école polytechnique en juin dernier, que j'ai intégré en septembre dernier. Comme stage de première année, ça s'appelle stage de formation humaine, j'ai demandé un stage civil et j'ai été affectée au collège de la Rainerie donc en octobre dernier. Je suis maintenant au terme de mon stage qui s'achève la semaine prochaine. Et donc pendant ce stage, qui a duré 6 mois, j'ai pu constater les grandes difficultés scolaires de ces élèves qui sont dans un collège situé en plein cœur du quartier de la Rainerie. Donc une petite part d'entre eux seulement se dirigent vers une seconde générale. Cependant, et grâce à de nombreux dispositifs mis en place, cette part est en augmentation. Moi-même, j'assure une aide quotidienne aux élèves, avec à la fois le suivi d'élèves en très grande difficulté, avec par exemple un élève dyslexique, et également l'ouverture d'une salle d'accueil où j'aide les élèves qui veulent un soutien scolaire et je prépare les 3e au brevet. Donc les résultats de ces élèves prouvent évidemment l'utilité de ce dispositif. Ils augmentent pour les élèves volontaires et en plus ils se sentent encouragés. Cependant, malgré tous les efforts qui sont faits sur le plan strictement scolaire, il me semble que l'absence de mixité sociale dans le quartier et l'enfermement du quartier privent les élèves d'une ouverture culturelle qui me semble nécessaire à la naissance d'une ambition et à leur réussite dans les études. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de faciliter l'ouverture culturelle pour ces élèves qui en ont le plus besoin? Et aussi, est-il possible de mettre en place le même dispositif au collège de la Rainerie, mais dans l'ensemble des établissements scolaires? Voilà. Merci, Louise. Bonjour Monsieur le Président. Mon fils est scolarisé en 6e au collège de la Lourdes-Barousse et bénéficie donc de l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi. Donc les cours de PS sont placés les après-midi, les activités physiques de pleine nature sont programmées les vendredis après-midi, telles que la randonnée, le VTT, le canoë-kayak, le tir à l'arc. Les jeudis après-midi sont consacrés à des activités artistiques telles que le théâtre et à l'éducation pour la santé, telles que l'alimentation, l'hygiène de vie. Les activités dans la journée lui permettent d'évacuer son énergie. Ainsi, j'ai pu moi remarquer que le soir, il est beaucoup plus disponible pour ses devoirs. J'ai remarqué aussi que les conseils donnés par l'infirmière scolaire avaient un réel impact sur lui. Par exemple, au niveau de l'alimentation, il est beaucoup plus attentif et il peut avoir des questions à table le soir sur l'équilibre des repas. J'espère que ce projet va se poursuivre. J'ai d'ailleurs un 2e garçon qui arrive en 6e l'année prochaine et qui est en attente de pouvoir bénéficier effectivement de ce programme. J'ai l'impression que ce rythme apporte beaucoup à mon enfant en termes de sérénité, de disponibilité pour son travail scolaire et de plaisir d'aller au collège, ce qui me paraît très important. De plus, les valeurs de travail, de persévérance, de réussite et de respect véhiculées par le sport sont transférées sur les autres disciplines. Monsieur le Président, au vu des résultats très positifs de cette expérimentation, pensez-vous qu'une généralisation de ce projet soit possible? Je vais vous répondre, mais je vais laisser d'abord la parole au ministre. Je vais répondre à Louise et à Valérie après. Monsieur le Président, je crois que vous avez là l'illustration de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire notre volonté de personnaliser l'enseignement tout au long de la scolarité. Chaque enfant est différent et le rôle de l'école, c'est d'apporter plus à ceux qui ont plus de besoins.
Donc nous avons mis en place depuis 4 ans maintenant, tout au long de la scolarité, un dispositif de personnalisation, différenciation, qui commence au primaire, où dorénavant il y a 2 heures par semaine d'aide personnalisée, qui consiste à prendre en charge les élèves qui ont des difficultés en lecture, en calcul, au moment où on peut encore apporter une remédiation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons entre 15 et 20% d'élèves, on estime, qui passent en 6e en ne maîtrisant pas parfaitement la lecture. Or, ce chiffre reste exactement le même lorsque nous faisons un test à 18 ans aux journées appel défense. C'est-à-dire que nous avons 15 à 20% de jeunes à ces tests de la JAPD qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Donc ceux qu'on a laissés passer en 6e et qui ne maîtrisent pas parfaitement la lecture ou le calcul, eh bien à 18 ans, ils ont toujours ces difficultés et ils auront toute leur vie ces difficultés. Donc c'est très en amont qu'il faut s'attaquer au phénomène par cette personnalisation. Et ces 2 heures d'aide personnalisée nous permettent, le maître détecte les élèves qui ont des difficultés. En CP, on sait très bien qu'à Noël, vous avez déjà quelques élèves qui savent lire. Et puis il y en a d'autres qui, à la fin de l'année, ont toujours de grandes difficultés. Eh bien, c'est dès cet âge-là qu'il faut apporter la remédiation, et c'est l'idée de cette aide personnalisée. Alors, nous l'avons étendue ensuite au collège, c'était votre idée, vous l'aviez présentée en 2007, ce que vous aviez baptisé la réponse aux orphelins de 16 heures, c'est-à-dire apporter à des jeunes qui n'avaient pas l'encadrement familial, le soutien scolaire à la maison, apporter un cadre, une structure au sein des collèges. Eh bien, tous les soirs, nous avons 1/3 des collégiens, 1 million de collégiens, qui sont accueillis dans leur établissement scolaire pour 50% pour du soutien scolaire, 35% de l'activité sportive, 15% de l'activité culturelle. Donc ça veut dire des élèves qui sont encadrés pour mieux réussir parce qu'à la maison, il n'y a pas la structure d'accueil. Et puis dernière étape de cette personnalisation tout au long de la scolarité, nous avons mis en place la réforme du lycée en septembre dernier. En seconde, dorénavant, dans l'emploi du temps, nous n'avons pas ajouté des heures, nous avons intégré dans l'emploi du temps, il y a 2 heures d'aide, d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire l'idée qu'on prend en charge les élèves de manière différente, on n'ajoute pas des cours aux cours, mais on va apporter des méthodes de travail, comment préparer un examen en vue de l'enseignement supérieur, on va apprendre aux élèves à apprendre, on va les aider à s'orienter, on va, pour ceux qui ont des difficultés, leur apporter un soutien scolaire. Donc on s'adapte, on fait du sur-mesure, on fait du cousu main pour justement éviter les questions de décrochage que vous évoquiez tout à l'heure. Donc je crois que c'est vraiment l'illustration de la politique que vous évoquiez tout à l'heure, quand il y a 65% d'une génération qui présente le bac, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il y a seulement 25 ans, une génération, eh bien on ne peut pas travailler de la même manière. Il faut différencier, il faut personnaliser l'enseignement. Merci Luc. Alors, pour Louise et pour Valérie, d'abord un mot sur le sport. On est en train, avec Luc Châtel, de faire une expérience que je souhaite voir se développer. Je m'en explique avec vous. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle le sport-études, c'est-à-dire pour les jeunes qui se destinent au sport de haute compétition. C'est vraiment... bon, ils n'y réussiront pas tous, mais c'est quasiment un engagement professionnel. Et de l'autre côté, il y avait les établissements d'enseignement général où j'ai bien du mal à faire comprendre que le sport, l'éducation physique, c'est une discipline prioritaire. Alors les parents, Valérie, ne sont pas tous comme vous. Ils sont tous d'accord sur le principe, mais l'hiver, lorsqu'il y a piscine, il y a 35% d'une classe qui a un mot d'excuse. Et quand il n'y a pas d'heure de piscine, il y a 100% d'une classe qui se plaint qu'il n'y ait pas assez d'heures de piscine. Voilà. Enfin, pas ici, ok, mais dans les autres académies sans doute. Bon. Mais il n'y avait pas, et c'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Luc Châtel, des établissements cours le matin, sport l'après-midi, pour des jeunes qui n'auront pas un métier dans le sport, mais pour lequel le sport
est absolument indispensable compte tenu du trop-plein d'énergie qu'ils ont. Hein, vous voyez bon. Alors, il y a eu des tas de promesses dans les programmes électoraux où tous les lycées, tout d'un coup, deviendraient cours le matin, sport l'après-midi. Je le dis, c'est pas possible. Je le dis, c'est les contraintes budgétaires, ça ne se fera pas. Mais entre le tout et le rien, nous avons voulu créer des établissements dont la spécialisation serait le sport. Il y a des établissements qui vont faire plus sur les langues, d'autres qui font plus pour les scientifiques, dans un tronçon général. Et à la rentrée 2010, nous avons lancé l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi, 7000 élèves dans 124 collèges et lycées, c'est considérable. Dans l'Académie de Toulouse, monsieur le recteur, il y en a 8, hein, à ma connaissance, qui participent. Et c'est exactement pour des enfants comme les vôtres. C'était des enfants, ils ne vont pas forcément sportifs professionnels, mais qui étouffent un petit peu dans un cadre scolaire et de classe toute la journée, qui ont besoin de se dépenser, qui se réalisent dans les valeurs du sport, l'esprit d'équipe, le charisme, la rigueur, qui ont ce trop-plein et qui ont besoin d'un établissement pour eux. Donc Valérie, non seulement on ne va pas l'arrêter, on va le développer. Voilà. Mais pour moi, le sport fait partie de mon hygiène de vie quotidienne et je considère que c'est absolument indispensable qu'il y ait des établissements où le sport est considéré comme une matière fondamentale. C'est pas possible de continuer avec ce dédain d'un côté de ce qui est manuel et de l'autre de ce qui est physique. Ça se complète, ça ne s'oppose pas. Hein. Et vous voyez un peu l'éducation nationale qu'avec Luc Chaptal, on veut dessiner une éducation nationale un peu plus à la carte. Est-ce que je me fais comprendre? Un peu plus à la carte. Pour les familles, pour les jeunes et même pour les enseignants. Il n'y a pas que les postes au concours, le nombre de points et l'âge. Il y a aussi le désir. Voilà. Donc c'est vraiment, et tant mieux si vos enfants, du coup, j'observe d'ailleurs du coup que ce type d'enfant réussit mieux l'examen parce qu'il est plus heureux, plus à l'aise dans ses baskets, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Louise, pour terminer sur la culture, alors là c'est quelque chose auquel j'attache une importance absolument primordiale parce que se joue non seulement l'éducation de nos jeunes, nos élèves, et bravo d'avoir choisi ce stage civil, mais également les publics de demain. Je m'explique. Comment voulez-vous, quand vous êtes d'une famille qui n'a pas mis les pieds à l'opéra, découvrir l'opéra si à l'école on ne vous y a pas ouvert? Comment voulez-vous aller au théâtre si on est dans une famille où on n'a pas spontanément accès à ça? Comment voulez-vous avoir plaisir à une exposition si on n'a pas la chance d'avoir une famille, et ce n'est pas simplement un problème social, un problème éducatif, qui a la chance de ça. Donc, on a fait une première expérience à laquelle je tiens énormément, qui est ciné-lycée, hein, qui était une fameuse bagarre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais alors comment vous avez choisi les 200 films? Ben voilà, on ne s'est pas gêné. On a pris ce qu'on aime. C'est pas interdit. Parce que le jeudi, on met 200 chefs-d'œuvre, on pouvait en mettre 2000, mais bon, personne ne m'a dit qu'un film qui était dans le ciné-lycée n'y avait pas sa place. Beaucoup m'ont dit, oh, mais on aurait voulu tel film. Ça, je comprends. Et moi-même, vous savez, 200, c'est si peu. Mais je trouve fantastique que cette forme de cinémathèque. Alors, voyez, si vous dites aux enfants, aux jeunes, ce soir, cinémathèque. Alors, on n'a pas un succès spontané, ça c'est sûr. Mais si vous leur dites, vous pouvez créer le ciné-club dans le lycée, vous-même accéder aux conditions, puisqu'on a négocié les droits d'auteur, etc., on a créé une cinémathèque qui vous permet, dans la salle de classe ou dans la salle du lycée, d'abord, j'ai essayé d'expliquer aux professionnels du cinéma qu'avec ça, on créait un nouveau public. On ne prenait pas du public au cinéma et aux salles. Vous comprenez? Je voudrais désormais que toutes les grandes expositions soient filmées et soient disponibles sur un site
expo lycée pour que tous les profs qui voudraient montrer, écoutez, en ce moment, il y a eu Monet et Manet. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais tous les jeunes n'ont pas une famille qui peut leur payer l'aller-retour à Paris, dormir à Paris, faire la queue ou prendre le billet pour l'exposition. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait fantastique qu'on puisse mettre à votre disposition toutes ces expositions? Il y a en ce moment Manet, c'est extraordinaire. On parlait dans l'avion en venant avec Luc Beaubourg, Pompidou Mobile. Pompidou, le musée Pompidou, Beaubourg, a des collections considérables qui restent dans les cartons parce qu'ils ne sont pas toutes exposées. On va faire un Pompidou mobile, c'est-à-dire Picasso, Braque, Soulages vont venir chez vous. Et pas simplement vous qui allez venir à Paris. Oui, bah écoutez, moi ça m'enthousiasme. Voilà. Et je pense que la culture, c'est aussi une affaire on apprivoise cela. Et le lycée doit s'ouvrir au cinéma, aux expositions, au théâtre, sans que ça soit une punition, mais que c'est les jeunes eux-mêmes qui l'organisent. Voilà ce qu'on va faire, Louise, pour développer absolument ces publics de demain. Mesdames et messieurs, j'ai été sans doute trop long, je m'en excuse. Je voudrais terminer en vous disant d'abord que j'étais très heureux de voir cet établissement. Je voudrais dire au personnel de l'éducation nationale, professeurs, surveillants, principaux, proviseurs, recteurs, que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites. Et que chef de l'État, je suis bien conscient de l'importance du rôle que vous jouez, plus que vous pouvez l'imaginer. Et en même temps, j'aimerais vous convaincre qu'il ne faut pas avoir peur du changement, que vous êtes au fond l'avant-garde de ce changement. Les élèves que vous avez changent, nos méthodes doivent changer, qu'il n'y a aucun avenir possible dans l'immobilisme, dans le nivellement, dans la paupérisation. Aucun. Absolument aucun. Que je sais qu'il y a un problème qui se pose de rémunération pour les profs. Mais je voudrais vous faire comprendre que tout ne se résout pas par des problèmes de quantité, qu'il y a un problème de qualité aussi. Que face à la massification, la société française a fait le choix d'augmenter le nombre de postes. C'était sans doute nécessaire, il ne m'appartient pas de juger. Mais réfléchissez bien tous, compte tenu des déficits, des problèmes que nous avons, on ne peut pas faire le choix à la fois d'augmenter sans cesse le nombre et en même temps d'augmenter la rémunération et le statut. Qu'il faut qu'on ait ce débat-là, hein, tranquillement. J'en ai pas parlé, ce n'était pas le sujet à la table ronde, mais je ne voulais pas partir sans dire un mot de cela. Je ne suis pas dans un univers virtuel où les difficultés ne viendraient pas jusqu'à moi. J'ai qu'à ouvrir le journal et voir les commentaires des uns et des autres, je vois bien ce qu'il en est. Je traiterai de cette question et d'autres, le moment venu, très franchement. Mais je veux que les enseignants ne perdent pas confiance dans leur mission. Elle est aussi importante qu'elle l'était il y a 30, il y a 40 ou il y a 50 ans. C'est un métier magnifique, dont on a besoin. Donc j'ai conscience que les conditions ont profondément changé, que vous avez encore la passion, mais vous avez aussi beaucoup de déception. Le sentiment que ce que vous faites, les initiatives que vous prenez, ce n'est pas valorisé. Qu'au fond, prendre aucune initiative, c'est mieux vu qu'en prendre. Pas ici, hein, monsieur le recteur. Mais au cas, ça se prendrait. Voilà. Et donc, on aura d'autres rendez-vous. Je serai très présent à ces rendez-vous. Parce que j'estime que le rôle du chef de l'État, c'est de faire en sorte que la communauté éducative française n'ait pas de problème sur son existentiel, sur sa mission et sur son rôle. Hein, voilà. Et je tenais à vous le dire très sincèrement. Prenez ça, vous savez, plus ça va, plus je dis ce que je pense. Et on n'est qu'au début de l'année.
Bonne journée à tous.